parti. Donc, nous sommes réunis ce matin pour parler donc d'un sujet qui est assez important pour ce petit-déj, à savoir le recrutement et les difficultés qu'on peut avoir justement aujourd'hui en 2022 pour recruter. On a appelé ce petit-déj s'adapter et évoluer pour mieux recruter puisqu'on va parler de vos pratiques internes. Donc ce petit-déj, pour ceux qui n'en ont jamais fait, on va quand même rappeler ce que c'est. Donc les petits déj, c'est un format de communication sur toutes les thématiques qui vont se rapporter à la qualité de vie et des conditions de travail. Donc les petits déj QVT, on va parler des sujets RH, des sujets de santé au travail, des sujets de management, tout ce qui peut jouer sur la qualité de vie et les conditions de travail. On a pour objectif, on est conscient de vos difficultés à pouvoir vous libérer, donc on a pour objectif que ça dure 1 heure maximum, mais j'ai l'habitude de savoir que vous participez beaucoup, donc des fois on peut déborder, on va essayer de tenir quand même 7 heures. Différentes règles, on a fermé vos micros pour éviter les interférences et garantir une certaine qualité de son. Donc n'hésitez pas à poser vos questions via l'onglet discussion, conversation. Et surtout, s'il y a des questions, alors j'essaierai de les prendre au fil de l'eau si c'est possible et si ça va dans la continuité du discours, sinon je reviendrai dessus à la fin de la présentation. Si certaines questions, je n'ai pas la réponse, on vous apportera une réponse par mail par la suite. On est là dans un cadre bienveillant, donc c'est important aussi de pouvoir vous garantir ça, de cette notion de libre expression, mais toujours avec bienveillance, de non-jugement et de respect de la parole de chacun. Mais ça, vous êtes habitués et vous le faites très bien. Et enfin, concernant les problématiques techniques de connexion, ça ne va pas dépendre de nous, on ne va pas pouvoir vous aider. Donc là, je vous invite à contacter votre support informatique si vous en avez, si ça ne fonctionne pas. Je vais juste vérifier que tout est OK pour tout le monde via le chat. Et ça a l'air d'être bon, donc c'est parti. Alors pourquoi parler du recrutement? Le recrutement, c'est un sujet de plus en plus complexe au sein des collectivités et au sein du monde de façon générale, que ce soit le privé, le public, en France ou à l'étranger. On a de moins en moins de candidats qui répondent aux annonces, des profils des fois qui répondent mais qui ne sont pas adaptés, des gens qui ne viennent pas se présenter aux entretiens ou des gens qui finalement, à l'issue de l'entretien, changent d'avis. Et donc, il y a vraiment cette notion où c'est nécessaire qu'on se réinterroge aujourd'hui sur comment est-ce qu'on recrute, quelles sont nos pratiques de recruteurs. Effectivement, le recrutement, ça demande des compétences spécifiques, ça demande une certaine méthodologie. Ça nécessite aussi de mettre en place une réflexion sur le mode de fonctionnement de la collectivité, mais ça nécessite aussi un travail en pluridisciplinarité. Le recrutement n'est pas l'affaire d'une seule personne, n'est pas l'affaire juste de la personne RH en charge du recrutement, c'est bien un travail pluridisciplinaire, on le verra ensemble, pour que ce soit une réussite. Il va être également nécessaire d'améliorer la qualité de vie et des conditions de travail pour garantir un certain nombre de candidats, et on verra également pourquoi, mais aussi d'améliorer l'image de la collectivité et de la fonction publique territoriale, puisqu'on subit malheureusement encore toutes les idées reçues qui peuvent exister sur ces notions-là. Il sera aussi nécessaire d'apprendre à bien rédiger une offre et on le verra ensemble. Et pour débuter, j'ai vraiment besoin de vous, je vous l'ai dit, ça allait être participatif aujourd'hui. À vous de jouer dans l'espace de discussion avant de s'intéresser à comment attirer des gens. On va se poser la question, pourquoi est-ce que les gens partent? Pour quelles raisons, pourquoi une personne quitte une collectivité? Alors, il peut y avoir différentes raisons. On peut quitter poste pour poste. Et c'est là où c'est intéressant. Si une personne change de poste, mais garde le même poste, mais change de collectivité, je vous laisse quelques instants pour répondre dans l'espace de discussion. Alors, on peut partir pour la retraite. Effectivement, c'est un des critères. Mais quand on décide de partir, quand on décide de changer de collectivité, qu'est-ce qui nous fait changer? Qu'est-ce qui fait changer les gens de structure? Le salaire pour se rapprocher de son domicile, OK. Une mauvaise ambiance de travail, on n'est plus motivé. N'hésitez pas à continuer à intervenir. Des valeurs qui ne sont plus en adéquation. Merci Sophie. La confiance entre mère et secrétaire, effectivement, quand le binôme ne fonctionne plus, le rapprochement du domicile, le fait de se challenger, de trouver cette notion d'épanouissement, l'évolution de carrière, de promotion plus des compétences.
La qualité de vie au travail, hein, alors la notion de décence et coût de la vie qui augmente, profiter de sa famille, c'est cette notion de conciliation vie privée, vie professionnelle qui va être importante quand il n'y a pas d'accompagnement managérial, plus de cohérence avec les responsables, besoin de changement ou d'évolution de carrière, la non-adhésion au projet de la collectivité, manque de reconnaissance. En fait, j'ai rien à vous apprendre, vous savez déjà tout. On va quand même essayer de creuser tout ce que vous avez dit, mais cette notion effectivement de perte de sens, de dynamisme au sein de la collectivité, pas de potentiel d'évolution, vous êtes déjà plutôt bien renseigné, donc c'est bien de voir tout ça, et du coup on va le détailler ensemble. Alors, déjà, on a la notion de risque psychosocial. Je sais que je vous embête avec ça et qu'on y revient à chaque fois sur chaque thématique, mais c'est aujourd'hui quelque chose qui est vraiment essentiel. On va pas y revenir, on va pas s'attarder là-dessus. La prévention des risques psychosociaux, ça nous permet d'agir sur l'organisation. Aujourd'hui, il y a des enquêtes qui ont été faites depuis le confinement, notamment l'enquête empreinte humaine qui est réalisée régulièrement, réactualisée en fonction des différents répondants. Aujourd'hui, 50% des répondants déclarent rencontrer des difficultés psychologiques en raison de leur travail, c'est-à-dire que leur santé, aussi bien mentale que physique, va être en fonction de leur travail. On va justement parler de ça, hein, et les principales causes de départ, d'après les études qui ont travaillé sur le sujet, ça a un lien avec ça. La principale cause de départ, c'est l'épuisement professionnel. On est engagé dans son travail, on donne tout, on a une charge de travail élevée, mais on n'a pas forcément toujours de reconnaissance, hein, cette notion de contribution, effort attendu. Et donc, quand on va pas bien au travail, quand on a une charge de travail trop forte, le corps s'épuise, l'esprit également, et on ne se sent plus bien dans la structure. Vous l'avez dit également, l'absence de perspective d'évolution ou d'épanouissement au travail, le fait de ne pas pouvoir se challenger, d'avoir un travail qu'on juge parfois répétitif, ou un travail qui ne va pas nous permettre d'utiliser pleinement nos compétences. Le manque de reconnaissance et de soutien de la hiérarchie. Si on ne se sent pas valorisé dans son travail, si on ne se sent pas mis en lumière, si on ne sollicite pas notre expertise, si quand il y a des problématiques, l'encadrement ne va pas être là pour nous seconder, pour nous accompagner, alors il y a de fortes chances qu'on parte. Et ça concerne plus d'une personne sur deux. Donc c'est quelque chose de très très fort, hein, cette notion de nécessité d'encadrer et de former les chefs de service pour changer la façon de manager, hein. Aujourd'hui, on n'a plus le choix. Et le dernier point aussi qui est important, c'est cette notion d'ambiance de travail dégradée, vous l'avez dit, quand il n'y a pas de soutien des collègues, mais qu'en plus il y a de la violence au travail, alors c'est sûr que les personnes vont partir. Il suffit d'un des trois pour avoir envie de partir. Des fois, il fait on est épuisé, on a trop de travail, on n'a pas de perspective d'évolution. Le chef, c'est pas top non plus dans les relations qu'on peut avoir avec lui. Néanmoins, on a des soutiens des collègues. Et donc, c'est ce qui fait souvent tenir. Je ne peux pas abandonner mes collègues, je vais continuer à venir parce que j'aime travailler avec eux, etc. Si un de ces collègues-là s'en va ou ne va pas bien, alors on va partir plus facilement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Toutes ces raisons-là peuvent être prévenues dans le cadre d'une démarche de prévention des risques psychosociaux, puisque chacun de ces aspects est abordé dans la démarche de prévention des risques psychosociaux. Et pourquoi finalement c'est des raisons de départ? Tout simplement parce que tout humain, quel qu'il soit, de quelle société soit-il, quelle culture et quel pays soit-il, on a des besoins qui sont universels, qui sont fondamentaux, notamment le besoin de compétences. Qu'on soit dans une société où on est rétribué pour ça ou juste parce qu'on a envie de collaborer, de mettre des choses en place, on a un besoin de compétences, on a besoin de se sentir efficace dans les activités qu'on va faire, on a besoin de se sentir progresser, de savoir qu'on peut monter en compétences, et surtout on a besoin de le faire en cohérence avec les valeurs. Et ça, vous l'avez dit, quand on n'est plus en phase avec les projets de la collectivité, quand nos valeurs ne sont pas communes avec celles de la collectivité, alors on peut partir. Il faut savoir que plus de 80% des agents ont à cœur de travailler dans la fonction publique territoriale. S'ils sont là, c'est pas pour le salaire, on le sait bien, c'est pas la fonction publique qui paye le plus, et comparé au privé à poste similaire, on gagne moins. Mais du coup, quand on va être là, c'est non seulement pour cette notion de proximité, de solidarité et de service rendu,
On veut être là pour les citoyens. On a aussi cette notion où on pense on aura le temps de bien faire les choses. Et c'est pour ça que les gens aujourd'hui choisissaient avant en tout cas la fonction publique territoriale, mais il y a vraiment cette notion de valeur qui est à travailler. On a un autre besoin qui est le besoin d'autonomie. Et celui-là, il est très très fort. On a besoin en tant qu'être humain de se percevoir la source de ses actions. C'est moi qui décide, c'est moi qui est la principale cause de mes comportements. Donc le fait de pouvoir faire ses propres choix, de prendre des initiatives, d'être force de proposition, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel au travail. Quand on a un management qui est basé sur le contrôle continu, quand vous savez que dans tous les cas, peu importe ce que vous proposez, ça va être remodifié derrière pour correspondre à la vision de quelqu'un d'autre, alors on a cette notion de perte d'autonomie, mais du coup on a aussi la notion de perte de compétences, puisque quand on ne peut plus proposer, du coup on ne peut plus monter en compétences, on ne peut plus s'épanouir, et donc là également le besoin d'autonomie ne sera pas satisfait. Et enfin, le dernier besoin qu'on a tous depuis que l'être humain existe, c'est le besoin d'appartenance sociale. L'être humain seul, il peut rien faire. On a besoin d'un collectif, on a besoin de travailler avec les autres, et c'est ce sentiment, on va être connecté à l'autre, cette notion de perception qui va être sécurisante. Le simple fait qu'il y ait une personne à côté de vous dans un moment difficile, ça peut améliorer votre ressenti. On a besoin des autres pour pouvoir prévoir, anticiper, collaborer, trouver le meilleur chemin pour réussir ensemble. Et c'est ça qui est important aussi dans le travail, c'est de permettre ce genre de choses. Un autre point qui fait que les personnes vont partir, c'est la notion d'avoir un travail inutile qui peut également être défini comme du harcèlement moral quand on demande à un agent de faire des tâches absurdes ou des tâches dont le résultat, on le laisse finalement de côté. On vous demande de faire un rapport et finalement ce rapport il ne sera jamais lu. C'est quelque chose qui se répète assez fréquemment. On convoque à des réunions, à ces fameuses réunions dites aiguës, qui finalement ne serviront à rien. Et donc on a cette notion de perte de temps, de faire des choses qui ne servent à rien. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort parce que personne n'aime faire des choses qui ne servent à rien. Et ça, c'est vraiment important dans la fonction publique notamment, puisque si on n'a pas ce sentiment d'être utile aux autres, ça va être associé vraiment à l'expression d'une forte souffrance au travail. Et quand on est en souffrance au travail, on n'a plus envie de venir au travail. Il y a une étude qui avait été faite en 2021 qui parlait des services publics de façon générique. Ils ont questionné 450 fonctionnaires, surtout des gens de la FPE, fonction publique d'État. Et c'est vrai que on l'a moins dans la fonction publique territoriale, mais en tout cas dans la fonction publique d'État, 80% des agents pointaient justement un sentiment d'absurdité dans l'exercice de leur mission parce qu'on leur demandait de faire des choses sans qu'il y ait un budget spécifique, sans qu'on ait une vision, une direction vers là où on doit aller. Je prends toujours cette image, elle marche assez bien, hein. C'est comme si vous envoyez un service sur un bateau au milieu de l'eau sans leur dire vers où ils doivent aller, sans leur dire la destination visée, et que c'est le chef qui dit à un moment, tournez un peu à gauche, tournez un peu à droite. Ah non, finalement, on revient à gauche. Si l'équipe n'arrive pas à se projeter et n'a pas de vision vers où elle doit aller, elle ne pourra pas être force de proposition, ils ne pourront pas être autonomes, ils ne pourront pas être compétents, puisqu'on ne sait pas ce qu'on attend d'eux. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. D'autant plus que la fonction publique est modifiée régulièrement, il y a différentes règles qui changent, et donc ça rend le système complexe. Et également le manque de reconnaissance qui va être fort. Ce qui va générer aussi cette notion de conflit de valeurs. Ce mal-être qu'on va ressentir quand on va nous demander de faire des choses qui sont en opposition avec soit les normes de mon métier, les normes professionnelles, mais aussi les normes sociales. Par exemple, l'agent d'accueil qui, dans un petit village, prenait le temps d'aider les habitants, notamment les plus âgés, à remplir leurs différents formulaires. Un nouveau maire arrive, issu d'un domaine, alors je vais prendre le domaine bancaire puisque c'est l'exemple que j'ai en tête, qui va lui dire: ah non, vous passez trop de temps avec les usagers, à partir de maintenant, c'est 3 minutes maximum au comptoir par usager qui se présente. Et le fait de mettre cette contrainte temporelle, ça va aller à l'encontre des valeurs de la personne qui était de la solidarité. D'autant plus si on ne lui donne pas les moyens de le faire, il va y avoir vraiment cette perte de sens, ce conflit de valeurs. Et c'est vraiment des choses qui sont importantes pour les agents publics de pouvoir mettre leurs valeurs à contribution de la société avec cette notion d'éthique, de pouvoir faire aussi un travail de qualité, ce sentiment d'utilité, mais aussi pour valoriser l'image du métier.
Et ça, c'est quelque chose de fort, surtout qu'on continue encore aujourd'hui à faire du fonctionnaire bashing, hein, comme ils l'appellent dans les médias. J'aime pas trop les anglicismes, mais c'est un peu le terme qui est utilisé. On va facilement taper sur les agents publics. On parle encore aujourd'hui de supprimer je ne sais pas combien de milliers de postes d'agents publics, alors qu'on en a besoin de ce service public-là. Et si le discours il n'est pas dans ce sens-là, on n'aura pas envie aussi, en tant que candidat, si on ne connaît pas la fonction publique, ce n'est pas quelque chose qui va nous attirer. Maintenant, encore, je vais avoir besoin de vous. Autre question, pour quelle raison, pourquoi un candidat qui va voir une offre d'emploi ne va pas y postuler? Je vais aller voir vos réponses. Et du coup, je vais voir aussi ce que vous aviez répondu pour avant, besoin de changement. Ok, vous aviez repris ça. Donc, pourquoi est-ce que on ne candidate pas à un poste? Pourquoi est-ce qu'une offre ne nous intéresserait pas? Pourquoi on se dit, ah non, il n'y a pas moyen, moi, j'irai pas dans cette structure? Donc, on a le problème du salaire, qui n'est pas toujours d'ailleurs annoncé, hein, dans la fonction publique. On annonce un cadre d'emploi, un grade, pas de télétravail, des horaires de travail qui ne peuvent pas correspondre avec les besoins de la personne, la distance avec le lieu de résidence, la mauvaise image de la collectivité par rapport à la gestion des RH. Merci beaucoup pour ce commentaire, on en reparlera. L'offre d'emploi 100% technique déshumanisée, la fonction publique n'est plus attractive, la taille de la collectivité. Quand on sait qu'il y a du turnover dans une structure, la mauvaise image de la collectivité, la complexité affichée, la réputation, pas de tuilage, la polyvalence du poste, un profil de B et recrutement d'un C, l'offre mal rédigée ou mal ciblée. Vous êtes trop bon aujourd'hui, je vais rien vous apprendre. Je ne sais pas comment on va finir les 1 heure, mais vous êtes au taquet ce matin. Ça fait plaisir à voir. Pas de détails des tâches. Les avantages, primes, participation, prévoyance, CNAS, chèque déjeuner. Quand dans l'annonce, il n'y a pas d'attraction en termes de conciliation vie privée, vie pro, les fiches de poste trop détaillées, annonce affichée partout et trop longtemps, pourquoi le poste n'est toujours pas pourvu, un turnover visible, pas de télétravail, l'offre mal rédigée, compétences demandées par rapport au salaire, l'avantage lié au poste, pas d'informations sur les avantages marque employeur, et un décalage par rapport à la catégorie du poste, les exigences du diplôme, des offres qui ne vont pas jusqu'au candidat. Ouais, effectivement, ça c'est aussi quelque chose qui est important. Vous êtes très bon ce matin, ça fait plaisir. Et alors du coup, effectivement, il y a différentes choses et vous les avez presque toutes dites, en tout cas la grande majorité. Ça a été dit. On recherche le mouton à 5 pattes, il y a tellement de choses qui sont écrites dedans qu'on se dit non mais en fait c'est pas possible, je vais pas pouvoir répondre à tout. La notion de la liste à l'après-vert, hein, on aimerait que vous fassiez ci, puis en plus ce poste-là, et puis ce poste-là. Tout le détail aussi des activités de travail qui sont listées dans l'offre. On se doute bien que si je marque la psychologue du travail devra faire des diagnostics des risques psychosociaux, si derrière j'ai marqué toutes les activités qui sont en lien avec, ça fait peur tout de suite quand on fait ce travail de décrire tout le travail réel. C'est pas ce qu'on demande dans une offre d'emploi, hein. L'offre d'emploi qui va aussi demander une forte disponibilité, un fort investissement et précise que la personne assumera de nombreuses responsabilités dans le sens, voilà, vous allez devoir tout gérer tout seul, etc. Ça peut donner cette notion de pression. Eh ben, ça va faire qu'on ne va pas se sentir en capacité de le faire. D'autant plus qu'en fonction ça, c'est des biais hein, cognitifs qu'on va avoir. Il y a des études qui ont cherché à savoir ça entre un homme qui lit une offre d'emploi et une femme, de façon majoritaire, l'homme va attendre d'avoir 50-60% de ce qui est demandé dans l'annonce pour postuler. La femme va attendre d'avoir 90% de ce qui est demandé dans l'annonce pour postuler. Donc, non seulement le fait de mettre trop de choses dedans et de pas bien dimensionner le poste, ça peut faire peur, mais en plus, ça peut supprimer certains candidats qui auraient pourtant été intéressants. Le deuxième point, vous en avez pas forcément parlé, mais la collectivité a mis des critères de discrimination dans son annonce. Alors, je suis allée faire un petit tour sur Emploi territorial pour trouver mes petits exemples. Donc, par exemple, la collectivité qui va demander une photo du candidat en plus du CV. Je vous le rappelle, la photo, ça fait partie de l'apparence physique. L'apparence physique étant un des 25 critères de non-discrimination, on n'a pas le droit de demander ça.
L'annonce qui recherche une femme de moins de 35 ans. Alors, non seulement on recherche une femme, c'est compliqué, si en plus on précise l'âge, là, on a 2 critères de discrimination. Ça, c'est mon préféré. Recherche un couple de concierges. Monsieur fera ça et madame fera ça. Donc, non seulement on recherche un couple et donc le genre du couple également, mais en plus, on a cette différenciation sexuée des tâches, puisque on a attribué les tâches techniques à monsieur, les tâches administratives et d'entretien à madame. Donc, ça, c'est vraiment des choses qui n'ont pas lieu d'exister. Voilà, c'est des choses qui aujourd'hui sont interdites, hein, je le rappelle. Merci de vous transmettre votre relevé d'arrêt maladie sur les 3 dernières années. Ça aussi, c'est juste interdit puisque la discrimination par rapport à l'état de santé, c'en est une. Ça fait partie des critères, hein, et on le verra après quand on va parler de présentéisme. L'absentéisme ne veut rien dire par rapport à des compétences données. Rechercher une agente d'accueil, donc il y a encore la notion de féminine, puisque bien sûr, hein, seule une femme peut bien faire un accueil, c'est bien connu. Les hommes ne sont pas gentils en accueil. C'est pareil quand on va rechercher une ATSEM et pas un agent qui va devenir ATSEM. On continue à avoir dans la tête cette différenciation des métiers et des sexes qui vont avec des genres, et ça, c'est quelque chose qui est interdit. Celle-là, elle est pas mal aussi. Le candidat qui habite le village ou les communes limitrophes. Donc tout ça, bah, quand on voit ça, on se dit, bon, bah, finalement, c'est une collectivité. Si déjà ils font un tri comme ça avant, je ne vais pas candidater, à fuir. La collectivité, et ça vous avez été plusieurs à le dire, qui n'a pas une bonne image. Non seulement parce qu'il y a les mêmes offres de façon répétée. En 2020, Risqueville recrute un électricien suite à un départ. En 2021, Risqueville recrute un électricien suite à un départ. En 2022, Risqueville recrute un électricien suite à un départ. Quand on est assez en veille sur les sites de recrutement, ça va nous parler, ça. Le fait qu'il y a de nombreuses offres dans une même collectivité. De dire, bah, tiens, c'est bizarre, il y a 10 offres dans cette collectivité, j'ai vu leur organigramme, il n'y a que 40 postes. C'est un peu compliqué, on se pose la question du pourquoi. Alors ça peut être expliqué aussi, hein, dans l'annonce, et ça on y verra après, qu'est-ce qu'on met dans une offre d'emploi. Mais ça peut faire peur aussi de se dire, bah, tiens, le même métier, les personnes elles partent à chaque fois, c'est quand même étrange. C'est que le contexte social ne doit pas être forcément top. La commune n'a pas pris soin des personnes sur le départ. Bien que vous avez des agents qui partent, ils sont très très importants. N'oubliez pas qu'on est sur un territoire donné. Le jeu des chaises musicales, c'est ce qui se passe en ce moment dans les collectivités, hein. Des agents de certaines collectivités vont dans d'autres. Bah, quand ils changent de structure, on reste des humains. On parle aussi de ce qui va bien, mais surtout aussi de ce qui ne va pas. C'est essentiel de soigner le départ d'un de vos agents. Il va devenir l'ambassadeur de la collectivité dans sa future collectivité, dans sa future organisation. Il va pouvoir dire, ah oui, ben moi je voulais changer parce que telle ou Y raison. C'est vraiment essentiel de le considérer, et quand un agent vous annonce qu'il part, de ne pas le considérer comme quelqu'un qui n'est plus utile, qui va vous mettre en difficulté, etc. Puisque potentiellement, un jour, il pourra peut-être revenir sur un autre poste en fonction de ses évolutions, etc. Mais en plus, il va pouvoir parler de la collectivité et de ce qui existe en interne. Donc, effectivement, quand il y a cette notion où on a le sentiment que c'est la fin du monde dans la collectivité, on fuit ou alors on reste et on va attendre que le temps passe, hein. C'est ce qui est aujourd'hui appelé le quiet quitting sur les réseaux sociaux. Finalement, cette démission silencieuse, c'est juste d'être là sans se motiver. On fait le strict minimum, on attend. Ça, c'est des phrases que j'ai souvent dans les diagnostics RPS, hein. J'attends la retraite. Je vais plus partir aujourd'hui, j'attends la retraite, j'attends que ça passe, etc. Et enfin, on a aussi les on-dit du territoire, notamment les images qui sont véhiculées par les différents élus lorsqu'ils parlent de leurs agents publics. Et ça, c'est très fort. Si, en tant que candidat, vous rencontrez un élu et qui parle mal des fonctionnaires, vous n'aurez pas envie d'aller travailler là-bas. Tout simplement parce que vous savez très bien que vous n'aurez ni reconnaissance, ni retour sur votre travail, ni considération. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez marqué, hein. La Gazette des communes, ils ont fait une enquête justement sur la notion de marque employeur, et une de leurs questions, c'était: trouvez-vous que les collectivités sont attentives à l'image qu'elles véhiculent afin d'attirer de nouveaux candidats?
Pour plus de 61% des fonctionnaires, c'était non. Non, on n'est pas attentif à l'image qu'on véhicule. Et ils ont questionné le grand public, et là, on a presque aussi la moitié des répondants qui pensent effectivement que c'est non. Donc, la notion d'image de votre collectivité, elle a vraiment tout son intérêt. Je vais voir si vous avez marqué de nouvelles réponses. On en parlera des questions effectivement à ne pas poser en entretien. Alors, je vais voir ce que vous avez dit. Pas d'infos sur les marques employeurs, décalage. Des offres qui vont pas jusqu'au candidat, effectivement, ça on y reviendra, hein, trouver les bons canaux de communication. Alors, il y a quand même des candidats à éviter absentéisme. Vous ne savez pas pourquoi l'agent est absent et de toute façon, vous n'avez pas à le savoir. S'il y a des gens qui sont absents, peut-être que c'est en lien avec le contexte. Quand vous avez de la violence au travail, quand vous vous faites insulter, quand vous avez du harcèlement, vous allez être en arrêt de travail. C'est pas parce que vous êtes incompétent. Donc ça, c'est vraiment une vraie différence à faire. C'est un biais de jugement. Et ça, c'est essentiel de ne pas demander est-ce que vous êtes absent, est-ce que vous avez des problématiques de santé, parce que non seulement c'est interdit, et qu'en plus, derrière, vous risquez des poursuites pénales et administratives si ça avait lieu d'être. Donc ça, c'est des choses qu'il ne faut pas faire parce que vous ne connaissez pas les raisons de l'absentéisme. Ça peut être vraiment lié au travail dans la structure et non pas aux compétences de la personne. Concernant la question, comptez-vous avoir des enfants? Effectivement, c'est une question interdite également. On y reviendra, hein, toutes ces questions liées à l'état de grossesse, ça fait partie des critères de discrimination et c'est considéré aujourd'hui comme de la violence au travail également. Et alors du coup, fort de ce constat, qu'est-ce qu'on fait? On va être dans cette notion, on va devoir améliorer sa marque employeur en faisant justement évoluer nos pratiques internes, non seulement pour garder les gens, mais aussi pour attirer les nouvelles personnes. Et ça, c'est vraiment l'enjeu de demain, hein, c'est de faire en sorte qu'on n'ait pas plus de départs qu'on en a, mais également de pouvoir attirer de nouvelles personnes. Notamment en agissant sur la qualité de vie et les conditions de travail, en se questionnant sur l'organisation et les conditions de travail des équipes, des agents. Il y a des métiers qui ont de la pénibilité. Qu'est-ce qu'on fait pour ces métiers-là? Comment est-ce qu'on organise le travail? Quels moyens de protection on met en place? Quel développement des compétences aussi pour ces personnes-là et de l'employabilité? Je prends l'exemple des ATSEM, des agents d'entretien. On le sait, c'est des métiers qui sont pénibles et ça a été prouvé. On a d'ailleurs fait un guide de prévention là-dessus. Plus on reste dans le même poste et sur les mêmes activités, les ATSEM, au bout de 15 ans, les premières problématiques de santé physique apparaissent et ces personnes-là vont devoir changer de métier. Si elles n'ont pas, au cours de leur carrière, pu développer d'autres compétences transverses, que ce soit sur des compétences administratives, de connaissances, de maîtrise du numérique aussi, on va pas pouvoir les reclasser facilement et du coup, c'est des personnes qui vont devoir se reclasser. Si vous n'avez pas de poste en interne, elles vont partir alors que vous auriez pu les mettre dans la boucle sur d'autres métiers en fonction de cette notion de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel de garantir cette employabilité, ce développement des compétences, parce que c'est aussi ça qui attire les gens, notamment les jeunes générations. Aujourd'hui, elles attendent de pouvoir se développer dans leur métier, trouver quelque chose qui est épanouissant, pouvoir partir en formation. Et ça, c'est quelque chose qui est possible dans la fonction publique et on ne l'annonce pas aux jeunes. Quand moi je parle à des amis ou à ma famille que j'ai un organisme de formation qui propose des formations sur toutes les thématiques possibles, qui est le CNFPT, ah bon, ça existe, dans le privé, il n'y a pas ça, c'est vraiment top. Quand je leur montre le catalogue et la richesse qu'il a, c'est des choses qui vont dire, ah ouais, finalement, c'est pas mal, c'est assez intéressant et c'est pas connu. On s'interroge également sur la pénibilité, la soutenabilité du travail, aussi bien la charge de travail physique que la charge de travail mentale et émotionnelle. C'est essentiel de mettre en place des actions en ce sens. Mais également, on se réinterroge sur le management. Aujourd'hui, c'est inadmissible d'avoir des chefs de service qui sont dans de la violence. Des fois, il y a des chefs de service qui ont été mis sur ce poste parce que c'était les plus anciens sans avoir les compétences sociales et relationnelles pour tenir ce poste-là. Donc, des formations, un parcours de formation managériale est nécessaire et essentiel. Et le fait de dire dans le contexte de votre collectivité que vous êtes dans cette démarche-là, ça va donner aussi envie aux gens de venir puisqu'on se dit, bah, tiens,
s'ils ont développé une politique managériale, peut-être que le manager sera mieux encadrer ses équipes, en tout cas comme on l'attend aujourd'hui, à savoir par la confiance, en responsabilisant et en soutenant quand c'est nécessaire. Vous l'avez dit, aujourd'hui sur des postes qui le permettent, en tout cas sur des activités de travail qui le permettent, s'il n'y a pas de télétravail à poste égal, on va aller dans les postes qui proposent, dans les collectivités qui proposent le télétravail, tout simplement parce que ça entre dans cette notion de conciliation vie privée, vie professionnelle. On a une vraie réflexion à mener aujourd'hui sur la notion de présentéisme. C'est pas parce que je suis au bureau que je travaille et que je suis efficace. Toutes les études le prouvent. Le télétravail, en tout cas quand c'est pas sur du 5 jours, mais entre 2 et 3 jours, c'est quelque chose qui nous permet d'être plus performants, puisque non seulement on n'a plus le temps de trajet, mais qu'en plus il y a moins d'interruptions. Ça va nous permettre d'avancer sur des dossiers de fond, de pouvoir maintenir cette concentration-là, et surtout, ça va nous permettre d'être plus facilement dans la conciliation de la vie privée et de la vie professionnelle. Donc ça, c'est vraiment des points qui sont essentiels de travailler chez vous dans vos structures, si vous ne l'avez pas encore fait, parce que ça va être des critères d'attractivité, notamment par rapport à cette notion de distance domicile-travail. S'il y a du télétravail et qu'en plus vous avez mis en place des horaires variables quand c'est possible, bien sûr, alors la distance ne sera plus un frein, en tout cas sera moins un frein pour postuler dans votre collectivité. Pour ça, du coup, avant de déployer tout ça, c'est essentiel de faire un point sur vos pratiques. Déjà, est-ce que vous avez travaillé sur les valeurs de votre collectivité? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'on veut faire? Vers où on va? Quels sont les atouts que ma collectivité propose, ces fameux avantages sociaux? Est-ce que j'ai du télétravail? Est-ce qu'on a les horaires variables? Est-ce que j'ai des tickets resto? Est-ce qu'il y a une amicale du personnel? Ça, c'est essentiel de pouvoir le faire, et aussi de le faire en définissant vos lignes directrices de gestion, quelle est la vision du moyen et long terme de la politique RH, quels sont les projets qu'on va mener, vers où on va, la notion de régime indemnitaire aussi, vous en avez parlé, c'est important. On va pouvoir aussi définir quelle est la forme de la reconnaissance, est-ce que c'est quelque chose qui est juste financier? Quelle est la politique, la vision managériale et RH? Tout ça, c'est des éléments de contexte qui vont être intéressants et qui vont être justement un facteur d'attrait. Quelle est la démarche de qualité de vie et des conditions de travail qu'on va mettre en place? Mais aussi, et ça c'est quelque chose qui est fort aujourd'hui, que fait votre collectivité pour la responsabilité sociétale et environnementale? Il me manque un mot, RSE, des entreprises. Aujourd'hui, la majorité des gens sont conscients de la nécessité de changer nos façons de faire pour préserver la planète, mais également pour agir de façon sociétale. Si vous avez justement des démarches qui sont déjà en cours, je pense au label Commune Nature qui va justement parler, mettez-le aussi en avant en expliquant que vous êtes justement engagé dans cette volonté-là. Aujourd'hui, les nouvelles générations, ils sont très sensibles puisqu'ils sont plus aussi conscients des enjeux climatiques qu'il y a derrière. C'est des points qui sont vraiment essentiels sur ces questions-là. Et pour aussi faire le point sur toutes vos pratiques, questionnez les agents qui partent. Là, quand vous cliquerez dessus, vous avez le lien vers notre fiche réaliser un entretien de départ. C'est essentiel de savoir les raisons pour lesquelles les agents partent, de ne pas dire oui, c'est sûrement parce qu'il veut se rapprocher de son domicile. On n'en sait rien. Tant que vous n'avez pas questionné les agents, vous ne pouvez pas savoir les raisons de leur départ. Et en plus, le fait de les questionner, ça va vous permettre de vous réinterroger régulièrement sur le mode d'organisation. On voit bien que du coup, il est essentiel de remettre l'humain au cœur des préoccupations, et notamment aussi en sensibilisant les élus. C'est eux qui sont, en tout cas l'autorité territoriale, elle, garant de la santé au travail de ses collaborateurs. Et du coup, dans chacune des décisions qui est prise, c'est toujours important d'évaluer l'impact sur l'humain au travail. Donc c'est important de rappeler à l'autorité territoriale, mais à l'ensemble des élus, leur rôle et leur responsabilité, de les sensibiliser sur l'importance de l'humain. C'est eux les premières ressources de l'organisation. Donc c'est aussi ça qu'il faut préserver, mais aussi de dire, tiens, comment est-ce que nous, on peut faire en tant qu'élus pour favoriser les facteurs d'engagement, de motivation, parce que c'est ça aujourd'hui les garants de la performance au travail. Et ça s'inscrit aussi dans cette notion de reconnaître comment on reconnaît les équipes. Alors la reconnaissance, on en parle depuis qu'on fait des petits-déj, et si vous me connaissez bien, c'est mon cheval de bataille également. Qu'est-ce que c'est la reconnaissance?
c'est une appréciation de la personne comme quelqu'un qui mérite un respect et qui possède des besoins ainsi qu'une expertise. Vos agents publics sont experts de leur métier. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. C'est pas moi, la psychologue du travail, qui va aller dire à un agent technique comment faire son travail. Il le sait mieux que personne. Donc, c'est aussi important de pouvoir le consulter sur des choses qui vont être en lien avec lui. Si je dois le décider sur un projet, je vais aller consulter les experts du métier pour prendre les décisions en bonne intelligence. Des fois, on se dit, bah, tiens, on va leur faire gagner du temps. Le projet, je vais le décider comme ça, on n'a pas besoin de les solliciter. Et ça, c'est la pire erreur, puisque en plus, ça va impacter la reconnaissance existentielle. Ah bah tiens, ils m'ont même pas demandé mon avis, alors que finalement, j'aurais pu leur dire que ça allait pas marcher ce qu'ils ont prévu de faire. Ça, c'est une phrase qu'on entend régulièrement dans les diagnostics RPS, et c'est une des phrases, bah, je sers à rien, mes compétences ne sont pas reconnues. Souvent, cette phrase-là, elle entraîne un départ de la collectivité. Donc le fait de mettre en place des conditions de travail qui vont préserver la santé, le fait de reconnaître aussi la pratique de travail en soulignant les innovations, les idées des agents, également de l'investissement, remercier quelqu'un pour son implication, montrer les travaux et les implications de tous les agents lors des vœux du maire au grand public, c'est aussi quelque chose qui est important. Et enfin seulement la reconnaissance des résultats du travail. Aujourd'hui, autre point qui est important pour les agents, les équipes et les nouvelles générations d'autant plus, hein, il y a des enquêtes qui sont en train d'être faites sur la santé mentale des moins de 35 ans qui est beaucoup plus dégradée aujourd'hui que ça ne l'était il y a 3-4 ans, tout simplement parce que la santé au travail, c'est une place qui est devenue importante dans les attentes des travailleurs actuels et à venir. Et ça parle aussi bien de santé physique que de santé mentale. Aujourd'hui, on le sait, la performance d'une organisation, elle va fortement dépendre de l'état de santé des agents. Si les agents ne sont pas en bonne santé au travail, ils ne seront pas performants derrière. Et donc, avant de mettre en avant son organisation, c'est vraiment essentiel d'analyser vos pratiques internes pour les améliorer et surtout en sollicitant les agents, puisque si vous le faites en demandant l'avis des personnes, les personnes qui ont pu participer deviendront vos ambassadeurs naturels en disant: «Ah ouais, j'ai pu participer à ce projet-là, qui touche à toute la collectivité». Il va se sentir valorisé, il va en parler et donc ça va aussi donner aux autres personnes qu'il rencontre, l'envie de rejoindre votre structure. Avec aussi une réflexion qui est essentielle sur les conditions de travail. Les métiers pénibles, est-ce qu'on les a identifiés? Est-ce qu'on a mis en place d'autres façons de faire? Est-ce qu'on a aménagé les postes? Est-ce que, il y a le matériel qui va bien? Et de dire aussi, voilà, si on est conscient des conditions de travail, ou des risques professionnels, existants sur ce poste, l'ensemble des moyens seront mis à disposition pour prévenir les différents risques. Ça, c'est aussi des choses qui sont importantes et ça montre que vous vous préoccupez de la santé des personnes. Vous l'avez dit, l'importance aussi de concilier la vie privée et la vie professionnelle, avec notamment le droit à la déconnexion. Alors c'est facile à dire, hein, c'est pas forcément facile à faire, notamment avec le télétravail, hein, c'est aussi le revers de ça, mais ça existait déjà avant avec, le téléphone professionnel qui est attribué, qui va sonner, à toute heure du jour et de la nuit, de la semaine ou du week-end. Le fait de se rendre ultra disponible en permanence, hors astreinte, j'entends bien, c'est cette notion où le travail s'invite partout et la frontière entre les différents temps de vie, du coup, n'existe plus, ce qui ne permet pas la récupération. Et du coup, on en revient à notre petite boucle, hein, si on n'a plus de récupération, on ne va pas être en bonne santé au travail. Donc, le droit à la déconnexion, c'est aussi s'interroger sur la charge de travail. On a beaucoup d'agents dans les diagnostics des risques psychosociaux qui nous disent: «J'arrive pas à faire tout ce qu'on me demande, je travaille à la maison. Hier soir, j'ai fini un dossier, il était 22 heures». C'est des choses qui ne devraient pas exister. Tout simplement parce que des fois, voilà, on le fait 1, 2, 3 fois. Si ça devient le quotidien, vous allez avoir des personnes qui vont être en épuisement professionnel. Souvent, celles qui font ça, c'est celles qui sont très investies, c'est celles qui sont compétentes et c'est celles qui vont partir le plus rapidement de votre collectivité. Et on ne peut pas se permettre aujourd'hui de perdre les bons éléments, les personnes qui sont là, qui sont investies. C'est quelque chose qui va être compliqué. Il y a aussi cette notion de revoir la culture, hein, de l'organisation. Est-ce qu'on va envoyer des mails à 21 heures à nos collaborateurs? Est-ce qu'on va envoyer, un message à toute heure du jour ou de la nuit? Même si vous précisez dans la petite phrase en dessous, «Ce message n'attend pas de réponse immédiate». La personne, le matin, elle arrive au bureau, elle allume son ordinateur, elle voit qu'elle a reçu un mail de son chef, de la direction, des élus à 23 heures. Qu'est-ce qui va se passer inconsciemment?
tous les soirs à 23 heures, il va dire est-ce que j'ai pas reçu un mail? Et donc, finalement, le travail va pas permettre cette récupération. L'agent va potentiellement se connecter et regarder s'il a pas reçu de mail. Et il va, même si on lui demande pas d'y répondre, c'est quelque chose qui va générer cette culture-là de la réponse immédiate, hein, surtout qu'on est un peu là-dedans aujourd'hui. Et l'importance, ça sera d'utiliser un truc qui marche très bien, l'envoi différé. Si vous ne savez pas comment faire, vous revenez vers moi, je vous ferai une petite procédure, ça marche très bien. Vous programmez votre message, vous l'envoyez à 23 heures peut-être, mais vous programmez pour qu'il s'envoie qu'à 8 heures du matin, par exemple. Et ça permet aussi de casser un peu ces pratiques de réponse immédiate. Et du coup, pour déployer le télétravail, puisqu'aujourd'hui c'est essentiel, vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas avoir de télétravail sur les postes administratifs, hein. Alors pas que administratifs, mais en tout cas qui ont des activités dans leur contenu qui peuvent être faites à distance. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel et ça se travaille. On a fait des fiches là-dessus pour justement vous permettre d'identifier ça. Donc, je vous les remettrai aussi en lien dans le mail avec ce support-là. Pour pouvoir mettre en place le télétravail, il faut absolument changer le regard sur le présentéisme. Comme je l'ai dit, c'est pas parce que je suis présent au travail que je vais travailler. La notion de présentéisme, ça a été défini à travers 3 grandes définitions. La première, c'est être présent au travail de manière paradoxale. Je viens, mais je suis pas engagée, je vais être là sans être en complète possession de mes moyens. Par exemple, j'ai une grippe, je viens quand même. Voilà, je sais que je suis pas performant. Un travail qui m'aurait pris 1 heure, je vais le faire en 1 journée. Je viens, je fais le minimum qu'on me demande. Ça peut aussi être là de manière excessive. On va dépasser les horaires de travail, on va être là en dehors du temps de travail, on va se surengager, on va se surinvestir. On n'aura plus de frontières entre le travail et le hors-travail, mais également cette notion où on est en mauvaise santé et on vient parce qu'on a peur de craindre de perdre son emploi, de voir son salaire qui va être impacté, par solidarité aussi. Si je viens pas, alors mes collègues seront en surcharge et je n'ai pas envie. Et ça, c'est quelque chose qui est une culture typiquement française, hein, cette notion où je dois être présent, je dois montrer que je travaille, je dois montrer que je suis là. Et ça, c'est quelque chose qui veut plus rien. Enfin, faut bien comprendre que si j'ai envie de faire mes courses au bureau, je prends mon téléphone, je vais sur l'application de je sais pas trop quoi, truc de Drive, je fais mes courses. Je peux aller sur les réseaux sociaux si je le veux, j'ai mon téléphone, je peux faire tout ce que je veux au bureau, sauf travailler. Donc, partir du principe que le télétravail, c'est de ne pas travailler parce qu'on est à la maison, il faut vraiment casser cette idée reçue-là puisqu'elle est fausse. Et aussi inviter les agents qui sont en mauvaise santé à faciliter en tout cas voilà, la possibilité de accepter en tout cas cette notion d'absence. Vous allez avoir 98% des Français qui vont choisir de ne pas s'absenter quand ils sont très fatigués ou stressés par leur travail ou lorsqu'ils sont malades, gastro, grippe, etc. On va venir quand même au bureau. Résultat des courses, vous allez avoir des gens qui vont être moins concentrés, entraînant des erreurs ou des oublis. Ça va augmenter le temps de récupération. Quand vous n'avez pas le temps de vous reposer physiquement pour des causes de maladie, bah, le temps de récupération, il augmente. Donc, votre temps de récupération aussi de vos compétences et de vos pleines habilités augmente également, ce qui va générer une augmentation aussi du nombre d'accidents du travail, puisque quand on n'est pas en pleine capacité de ses moyens, bah, on va être moins attentif et donc on va avoir plus d'accidents. Ça va détériorer la santé physique et mentale et ça va aussi entraîner une propagation des maladies entre collègues. On l'a vu avec le Covid. Si on vient alors qu'on a le Covid, on peut contaminer les collègues. C'en est pareil de la gastro, c'en est pareil de la grippe, c'en est pareil de toutes les maladies contagieuses qui vont bientôt arriver. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est important, c'est de dire que c'est pas parce qu'on est au travail qu'on travaille et ce n'est pas parce qu'on n'est pas au bureau qu'on ne travaille pas. Et le fait de valoriser cette culture de j'ai besoin de voir les agents, j'ai besoin d'être sûr qu'ils sont là, cette phrase, elle n'a plus lieu d'être. On doit changer cette notion de management. Et puis même, c'est ce que je dis à chaque fois aux encadrants ou aux élus qui me disent oui, mais moi j'ai besoin de savoir qu'ils sont là, au moins dès que j'ai besoin, je les ai sous la main et comme ça je peux voir ce qu'ils font.
Et du coup, quand les agents vont télétravailler dans ces structures-là, ils vont devoir faire un bilan préalable de tout ce qu'ils vont faire en télétravail. Et le soir, ils vont devoir faire un récap de tout ce qu'ils ont fait en télétravail. Alors que ce bilan-là, on ne le fait jamais quand on est sur site. Et ça, c'est vraiment, ça montre bien qu'on n'a pas confiance dans les équipes. Et sans confiance, pas de reconnaissance. Sans reconnaissance, on s'en va de la structure. Donc, c'est aussi ça qu'il faut se dire. C'est pas parce que vous êtes en télétravail que vous allez devoir faire un rapport circonstancié minute par minute de ce qui a été fait, puisque vous ne le faites pas au bureau. Et ça, c'est important parce que ça va jouer justement sur la notion de reconnaissance. Et en plus, faire un bilan, on le sait tous, ça prend un temps fou. Et c'est du coup une perte de temps, cette notion de on me demande de faire des choses qui ne servent à rien, de travail inutile. Et donc, ça va avoir un impact sur la perte de motivation des agents. Le présentéisme, c'est donc un facteur de risque dans la précipitation et le maintien des troubles de santé physique et psychologique. Ce qui va être important aussi, c'est de redonner du sens. On l'a vu, on l'a dit, de redonner du sens en permettant d'avoir de l'autonomie, des marges de manœuvre, pour pouvoir s'organiser de façon autonome dans leur travail en fonction des compétences de chacun, d'avoir du soutien social aussi, essayer de faciliter cette notion d'entraide dans le service, mais aussi interservice, de pouvoir avoir de la reconnaissance. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, on en a beaucoup parlé, mais aussi le fait de pouvoir s'exprimer sur son travail, sur pourquoi je le fais, qu'est-ce que j'apprécie de faire, parce que ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Donc, on voit bien en bilan que finalement, si on a le bon environnement de travail, on a tous la capacité de faire des choses remarquables. Et c'est là aussi ce qui va être important, c'est que l'identification des compétences, ben, c'est vrai que si vous jugez un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il va passer sa vie à croire qu'il est stupide. Et cette phrase, je l'aime beaucoup parce que ça prouve bien que des fois, on n'a pas le bon référentiel. On va comparer des agents alors qu'il n'y a pas lieu de les comparer. On va demander des choses à un agent alors qu'il n'a pas les compétences. Et du coup, après, on va lui dire qu'il n'est pas en capacité de le faire. Forcément, ça ne fait pas partie de son métier. Donc, il faut vraiment se réinterroger sur nos façons de penser les choses et d'identifier les métiers, d'identifier les compétences. Et du coup, communiquer et valoriser sur les métiers de la fonction publique, aujourd'hui, c'est plus qu'essentiel, notamment parce qu'on a une richesse de métiers. Il y en a plus de, je crois, 300 fiches métiers qui existent aujourd'hui sur le site du CNFPT. C'est énorme. Il n'y a aucun employeur qui propose autant de métiers différents en interne que la fonction publique territoriale. Vous pouvez faire des interviews de vos agents en format papier, vidéo, des fiches métiers, des vidéos spécifiques. Par exemple, mon métier en 3 minutes, qu'est-ce que vous ne savez pas sur moi? Qu'est-ce que j'apprécie le plus dans mon travail? Qu'est-ce qui fait sens? Et de le faire et de le mettre en ligne sur votre site internet, votre page Facebook si vous en avez une, sur les réseaux sociaux professionnels type LinkedIn, etc. Mais vous pouvez aussi intervenir dans les écoles, dans les forums ou collaborer dès l'école élémentaire avec les écoles, par exemple les agents des espaces verts qui vont mener des projets avec les classes, qui permet aussi voilà, de casser un peu les codes sur les agents publics. Et c'est aussi important de pouvoir communiquer sur les avantages de travailler dans la fonction publique, avec justement comment mieux concilier les temps de vie, avec justement le télétravail, si vous en avez, puisque c'est obligatoire de négocier dessus en tout cas, les différents horaires, la sécurité de l'emploi aussi. Il ne faut pas croire qu'aujourd'hui, on a des générations qui veulent changer tout le temps. On a aussi besoin de cette sécurité-là, et ça, toute génération confondue. Le fait de pouvoir avoir des possibilités d'évolution, la formation tout au long de la carrière, etc. Ce qui va être essentiel aussi, c'est de soigner l'accueil des candidats. On a fait tout un petit déj là-dessus, alors je ne vais pas m'attarder, mais il faut savoir que c'est important d'en parler, de dire que après une phase d'accueil de cette façon-là, vous pourrez réaliser les missions suivantes. Le fait de savoir qu'on va avoir le temps de prendre en main son poste, qu'on va être accompagné, qu'on va être suivi, ça va être vraiment essentiel parce que c'est dans les premiers mois que va se jouer la fidélisation et donc l'intention de rester. Et ça, c'est essentiel. Si vous n'avez pas un bon accueil, vous pouvez être sûr que derrière, ça va jouer sur cette intention de rester. Je vous ai mis ici dans le petit carré toute la documentation qui est en lien avec ça. Ensuite, une fois qu'on a retravaillé là-dessus, alors on peut s'attaquer vraiment au recrutement en tant que tel, à savoir l'importance de faire une offre bien rédigée et des entretiens préparés.
Tout d'abord, c'est essentiel de définir vos besoins. Et quand je dis vos besoins, c'est les besoins du service, les besoins du métier. Pour ça, c'est nécessaire d'évaluer la charge de travail et les compétences, de poser différentes questions. Je vous en ai mis en vrac, mais vous les retrouverez dans la fiche qui a plus de 10 pages de procédures et de petites questions, de petits conseils voilà, que vous retrouverez. Quelles sont les activités et les missions qui devront être réalisées? Quelles sont les compétences qui sont nécessaires pour y arriver? Quels sont les moyens que vous avez à disposition pour réaliser ces missions? Les moyens techniques, humains, les marges d'autonomie? Est-ce qu'il existe déjà une fiche de poste? Est-ce qu'il faudrait la remodifier? Est-ce qu'il y a une période de tuilage qui est envisagée si c'est un remplacement? Quels sont les liens aussi avec les autres services de ma structure, avec qui cette personne va devoir collaborer? Est-ce que j'ai un ou plusieurs collaborateurs en interne qui pourraient répondre aux besoins et du coup, peut-être revoir, l'organisation du service et recruter sur d'autres métiers, sur d'autres besoins? Il y a plein d'autres questions à vous poser, mais c'est essentiel de ne pas partir bille en tête en disant: «Ah bah tiens, Régis aux espaces verts, il s'en va, on va reprendre sa fiche de poste, on va la recoller telle quelle en offre d'emploi». Ça marche pas. Tout simplement parce qu'en fait, il faut vous re-questionner sur l'organisation. Ça se trouve, vous pouvez faire autrement. Ça se trouve, vous aviez d'autres besoins avant et qu'un autre profil serait intéressant. On ne recrute jamais poste pour poste en l'état. Il y a toujours une réinterrogation des chefs de service à mener. Et c'est bien pour ça que je dis bien que c'est un travail pluridisciplinaire. C'est pas le RH seul qui peut répondre à ça. Il n'a pas la matière. Il est obligé d'aller sur le terrain et de rencontrer les équipes, de rencontrer les chefs de service. Une fois qu'on a répondu à toutes ces questions, on peut se faire une sorte de grille de ce qu'on aurait besoin. Et à partir de là, on va pouvoir rédiger l'offre d'emploi, notamment pour attirer des candidats. Alors, pourquoi faire une offre d'emploi qui est bien rédigée, qui respecte un certain formalisme? Bah déjà, pour faire gagner du temps aux deux parties. Vous, si vous avez tous les éléments dedans, ça vous fait gagner du temps justement dans cette notion de tri par la suite. Et la personne, elle pourra vite savoir si elle a envie de venir travailler chez vous ou non. Ça doit respecter une certaine forme, à savoir, le contexte. On va donner envie d'intégrer la structure, quelles sont les valeurs, les projets en cours, les engagements, les missions que les personnes vont devoir faire avec des phrases courtes et précises, plutôt que la liste, à la Prévert dont on parlait, auparavant. Le profil, c'est important de ne pas être trop restrictif sur, les critères demandés parce que ça peut faire peur. Exemple, on demande qu'un intitulé, de poste précis, un intitulé de diplôme précis. Il vaut mieux élargir, de dire, niveau X, demandé, dans les thématiques suivantes ou expérience équivalente, puisque le diplôme ne fait pas tout, mais c'est quelque chose de typiquement français, de se référer au diplôme et non pas, des fois, à l'expérience. Ensuite, on parlera des informations complémentaires. Tout ce que vous avez pu faire dans votre analyse préalable, les conditions de travail, les différentes contraintes des métiers et les avantages qui peuvent exister. La rémunération, les perspectives d'évolution s'il y en a, le fait que vous avez justement une gestion prévisionnelle des emplois en place si ça existe. Dans les petites collectivités, bien sûr, ça va être plus compliqué, mais on n'est pas obligé d'évoluer vers le haut, on peut aussi évoluer de façon transversale, de façon horizontale, à savoir de développer de nouvelles missions, de monter en compétence sur d'autres projets. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est essentiel pour trouver un sens dans son travail. Quelles sont les modalités de recrutement? Il va falloir être attentif au vocabulaire utilisé pour éviter le jargon métier et les abréviations et les acronymes, surtout quand vous avez des gens qui pourraient être intéressés, mais qui techniquement ne sont pas encore au taquet, mais qui peuvent être des bons potentiels. Et c'est ça aussi qui est important, d'identifier les potentiels. Ensuite, il faut publier l'annonce et là, vous l'aviez dit en commentaire, des fois on ne publie pas au bon endroit. Je prends mon exemple, mon offre d'emploi était que sur, Emploi territorial à l'époque. Moi, master de psycho du travail, j'ai jamais entendu parler d'emploi territorial. Donc clairement, je vais jamais aller voir cette annonce-là. Je suis tombée dessus par hasard il y a 7 ans, mais c'est quelque chose qui, voilà, aujourd'hui, il faut vraiment multiplier les canaux de transmission, tout simplement pour viser les bons profils. Notamment en les mettant sur les réseaux sociaux, et sur les réseaux sociaux, on va pas mettre juste les annonces, on va aussi parler de la marque employeur, de ce qui marche chez nous, de nos projets, de ce qu'on fait, des événements et cetera, pour justement montrer un peu la dynamique qui existe. Et ce qui va aussi être important, c'est de publier les annonces auprès des écoles ou des organismes de formation qui pourront les transmettre, aux sorties d'études, mais également souvent ces écoles, les facultés et cetera, certains diplômes vont avoir une liste d'anciens
étudiants à qui ils diffuseront justement les offres d'emploi. Donc ça, c'est aussi super important de pouvoir envoyer à ces différents endroits-là. On a fait une bonne offre d'emploi qui respecte bien les différents critères qu'on a identifiés au préalable, et donc on va créer notre petite grille grâce aux questions initiales qu'on s'est posées, et on va être dans cette notion d'analyse pour garantir les meilleurs candidats seront sélectionnés. Comment on fait? Donc si on n'a pas de consigne et de méthode particulière, ben, on va se fonder sur notre subjectivité et du coup sur toutes nos idées reçues. La subjectivité, ça va être nos opinions, nos jugements qui vont reposer sur nos préférences. Ça va être quelque chose de partiel et de susceptible de varier. Donc la grille et de prendre le CV et la grille et la lettre de motivation, et au fur et à mesure de ce que vous lisez, vous cochez dans votre grille, ça va vous permettre de faire un tri plus objectif et vous éviter de passer à côté des personnes euh, qui étaient intéressantes, mais que vous auriez effacées, en tout cas écartées, parce que dans votre tête, ça ne correspond pas à ce que vous recherchez. C'est important aussi de remettre en cause votre tri de CV, soit de le faire vous-même 2 fois à 2 jours différents, soit de le faire avec un autre collègue du service ou le chef de service, par exemple, en parallèle. Et notamment en prenant en compte les différents biais cognitifs. Alors là, je vous ai mis les plus importants qui jouent dans le recrutement, notamment, on le verra hein, dans le recrutement, dans les entretiens d'embauche. Les biais cognitifs, qu'est-ce que c'est? Ça va être des distorsions, des modifications de la réalité. C'est un peu comme des filtres. En fait, la personne, elle va valider que ce qui va dans le sens du filtre. Je vous en ai mis quelques-uns, notamment le biais pro-endogroupe. C'est la tendance à attribuer des traits, des caractéristiques positives ou plus de récompenses à un groupe auquel on appartient. Et inversement, un groupe auquel on n'appartient pas, on va penser qu'il y a plus de traits négatifs. Exemple tout bête, je fais de la danse classique. Je vois que dans les centres d'intérêt d'une personne, quelqu'un fait de la danse classique. Ah tiens, elle appartient au même groupe que moi. Inconsciemment, je vais penser elle sera plus sympa, plus compétente parce qu'elle appartient au même groupe que moi. Ça va être le cas aussi surtout, et ça joue beaucoup sur les diplômes. Ah bah tiens, il a fait Sciences Po, j'ai fait Sciences Po, alors du coup, c'est sûr qu'il va être compétent parce que moi, je sais ce que ça vaut ce diplôme, etc. Ça, c'est vraiment des biais qui sont très forts, qu'on a en continu. Il faut être vraiment vigilant par rapport à ça, et c'est pour ça que la grille d'analyse, elle est essentielle pour justement supprimer ces biais-là et rester que sur la notion de compétences attendues, de mission attendue. Le biais suivant, il est très, très fort. Je pourrais en parler des heures, c'était mon sujet de recherche universitaire. Ça s'appelle l'utilité sociale, et dans la théorie de l'utilité sociale, on va avoir la notion de jugement de compétence. Ça, c'est quelque chose qui marche très, très bien, malheureusement, pendant les entretiens de recrutement. En fait, ce biais-là va dire qu'une personne qui fait des efforts, elle sera vue comme uniquement comme elle a fait des efforts. Une personne qui est jugée compétente, elle sera vue comme ayant fait des efforts pour y arriver, et donc si elle est compétente, bah, c'est parce qu'elle a travaillé dur, c'est parce qu'elle s'est donné les moyens de pouvoir être compétente. Et une personne qui est à l'aise à l'oral sera vue comme compétente parce qu'on ne peut pas parler d'un sujet si on ne le maîtrise pas, et aussi bah, elle a fait des efforts pour y arriver. La réciproque n'est pas vraie. Et là, ça veut bien dire quelque chose d'essentiel, et en votre qualité de recruteur, je vous invite vraiment à être vigilant là-dessus. Vous avez une personne qui va postuler sur un poste de directeur, je ne sais pas, directeur adjoint, imaginons, qui est un homme très sûr de lui, qui montre bien, et en plus directeur, donc l'homme, il va correspondre au stéréotype de genre, on le verra juste après. Il présente bien, il sait bien parler, il est posé, il est carré. Euh, il va sembler plus à l'aise qu'une femme qui est jugée compétente ou un homme qui est compétent mais qui ne sera pas à l'aise à l'oral. Alors que le plus compétent des deux, c'est celui qui est compétent, c'est pas celui qui est à l'aise à l'oral. Mais souvent, on va confondre les deux parce qu'inconsciemment, il y a cette notion de croyance en un monde juste. Et ben, dans un monde juste, la personne qui est à l'aise, c'est celle qui a les compétences. Or, c'est pas vrai. On n'en sait rien. Peut-être que c'est vrai, mais peut-être que ça ne l'est pas. Et c'est pour ça que la grille de critères, elle est essentielle. Vous ne pouvez pas faire d'entretien sans grille. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important en ayant défini ce qui est important pour vous au préalable. Le stéréotype de genre, il est 10 heures, je m'en excuse, j'ai bientôt fini. Le stéréotype de genre, ça va consister justement à attribuer un certain nombre de critères à des personnes en fonction de leur genre.
On va supposer qu'une personne homme, sera plus stable émotionnellement, aura, cette notion d'importance du contrôle, sera plus dynamique, sera plus dans l'agressivité, en tout cas dans l'affirmation de soi, voire dans la domination. À contrario, une femme est plus altruiste, est plus dans l'aide, est plus dans l'empathie, est plus dans le respect et donc on va avoir cette notion, de spécification de sexualisation des métiers, où il y aura des métiers plus genrés, hein, tout ce qui va être justement les rôles d'encadrement dans les métiers techniques, on va penser à des hommes. Les métiers plus dans l'aide, dans l'accompagnement, on va penser plus à des femmes. Et le masculin, ça reste vraiment un groupe de référence pour toute comparaison sociale qu'on va faire. Et justement, ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi essayer de surpasser, même si c'est difficile, j'en conviens. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a fait ce tri, on va préparer les entretiens, justement en ayant en tête que durant l'entretien, on ne peut pas mesurer une compétence. Tout simplement parce que la compétence, elle s'exerce dans un contexte donné et on ne peut l'observer que dans l'action. Donc vous ne le saurez qu'après. Ce qu'on peut faire déjà en amont, c'est relire l'offre d'emploi, la fiche de poste, s'il y en a une, mais aussi les candidatures pour revoir les grilles. On peut en amont préparer les questions pour chaque candidat avec justement des questions peut-être de mise en situation. Si vous êtes sur des situations d'encadrement, vous pouvez dire, bah, tiens, dans le cadre d'un conflit où il se passe ci, il se passe ça, de prime abord, quelles seraient, vos actions? Des questions sur un niveau de connaissance. Alors on peut être très bon en théorie, on peut connaître plein de choses, mais dans la mise en œuvre, ça peut être plus complexe. Mais on peut aussi interroger sur les compétences sociales, sur des métiers techniques entre, des compétences techniques qui s'acquièrent facilement et les compétences sociales, à savoir le savoir-être, les compétences techniques s'acquièrent plus facilement que les compétences sociales, qui vont nécessiter des changements de comportement. Alors que dans les compétences techniques, on va, être plus sur, de la mise en œuvre. Donc ça, c'est aussi important, de faire le parallèle entre qu'est-ce qui est le plus important pour vous, sur des métiers d'encadrement, de direction. Des fois, les compétences sociales sont supérieures, doivent être supérieures, à celles des compétences techniques qui pourront être, acquises, régulièrement, facilement via des formations spécifiques. Les entretiens. On a des étapes d'entretien, qui sont importantes, notamment l'expression de la personne, le fait de lui donner la possibilité de nous présenter, bah, son parcours, ses motivations, ses attentes aussi, parce que ça, c'est important. Et cette première période d'entretien, elle est très stressante. En général, le niveau de stress, si on se sent à l'aise et si on sent qu'il y a une bienveillance, on n'est pas en jury de concours, hein. Faut pas oublier que l'entretien, c'est une évaluation des 2 côtés. Vous évaluez un candidat, mais lui derrière, il évalue aussi l'entreprise, la collectivité et il va se dire à la fin de l'entretien: «Bah, vu comment ils se sont comportés avec moi et qu'ils ont essayé de me déstabiliser, je vais pas aller travailler là-bas». C'est aussi pour ça parfois qu'à la suite d'un entretien, les gens vont pas donner suite, même si vous les retenez, parce que c'est pas un jury de concours. Je le rappelle, hein, c'est un échange. Donc c'est stressant, on va se mettre à, on va s'ouvrir, on va se présenter et cetera. Il y a cette notion d'enjeu d'évaluation, donc au bout de 10-15 minutes, la personne devrait être moins stressée s'il y a une écoute active de la part des recruteurs et une bienveillance. Ensuite, l'autorité, la direction présente, ben, la structure, on présente le poste. On va échanger autour de ce poste, on va poser des questions justement sur les compétences, sur ce qui est attendu, les questions que vous auriez préparées et enfin on va conclure en faisant un bilan de l'entretien, en rappelant, les différents points. Si le candidat ne l'a pas évoqué, à vous de venir, sur les notions, de rémunération et pour tout ça, hein, toutes les étapes, on les a bien détaillées. Vous retrouvez notre fiche là-dedans. On évite toutes les questions, comme ça a été dit dans le chat, de discrimination. Vous êtes une jeune femme, quel âge avez-vous? C'est une question qui est interdite puisque, alors sauf dans les métiers où il y a des limites d'âge, bien sûr, hein, mais on ne peut pas faire de discrimination liée à l'âge. Vous êtes une femme, vous êtes plutôt jeune, est-ce que vous comptez avoir des enfants? Avez-vous des enfants? Ça ne se dit pas. Si, vous avez une justification, par exemple, vous pensez que parce qu'une femme a des enfants, alors elle va pas être disponible le mercredi, plutôt que partir de ces présupposés-là, poser la question: «Ce poste nécessite, d'être disponible sur site le mercredi, est-ce que ça vous convient?» C'est la problématique organisationnelle. Donc la formulation des questions, elle est essentielle. Je vous invite vraiment à aussi coacher vos élus qui sont présents aux entretiens sur les questions interdites, puisque ça, c'est vraiment quelque chose, d'essentiel. Il est 10h05, j'ai beaucoup parlé, je vais vous rejoindre via le chat. Hem
Alors, qu'est-ce que vous nous avez communiqué? Eh ben, vous avez été bien actifs. Je remonte tout ça. Alors, l'annonce affichée, je suis remontée trop haut. Comptez-vous avoir des enfants? Donc la formation, c'est effectivement essentiel. Heu, le problème, c'est que les agents ne donnent pas non plus toujours la véritable raison de leur départ afin de ne pas se griller. Effectivement, on va pas dire exactement pourquoi on part, on va pas dire: «Bah, mon chef me harcèle». Des fois, on va le dire, mais l'intérêt de la démarche d'entretien, de départ, hein, vous le verrez dans la fiche qu'on a créée, c'est de partir sur le côté vraiment très organisationnel, un peu comme les rapports d'étonnement quand on arrive dans une structure. Qu'est-ce qui vous a surpris? Qu'est-ce que vous avez apprécié? Qu'est-ce qui, selon vous, a amélioré dans notre organisation? C'est pas de dire: «Bah, pourquoi vous partez?» Si on le dit comme ça, c'est sûr qu'on va pas forcément dire la raison de peur de jugement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel, c'est comment on questionne les choses. Donc je vous invite à prendre notre fiche et puis à la mettre en œuvre chez vous. Si les agents partent vers d'autres collectivités, c'est vrai que ça peut être compliqué. Hem Alors, compliqué pour les agents qui ne peuvent pas faire des activités en télétravail. Effectivement, il y a des métiers qui ne sont pas éligibles au télétravail et ils ne pourront pas le faire, hein, l'ATSEM, l'agent technique, le jardinier, les agents d'entretien, c'est des métiers qui ne vont pas être éligibles au télétravail. Mais je prends un exemple où une collectivité m'a dit: «Bah, tiens, ce poste d'état civil, il est pas éligible au télétravail». Bah, pourquoi pas? Tout dépend de l'organisation qu'on a mis en place. Ah bah, si l'état civil, il doit être là parce que s'il y a un usager qui vient, je dis: «Bah oui, bah si vous passez justement, je sais pas, aux cartes d'identité en tout rendez-vous, peut-être qu'on peut dégager une demi-journée, une journée complète où l'agent pourra, traiter ses mails, traiter les dossiers de fond, prendre connaissance de la réglementation et le faire à distance». Donc ça dépend aussi de votre organisation. C'est pas des postes qui sont pas, éligibles au télétravail, c'est des activités de travail. Donc il faut sortir de cette vision de: «Toi, tu as le droit de télétravailler, toi, tu as pas le droit». C'est qu'est-ce qui, dans le travail de chacun et ça, c'est un point qu'on peut aborder pendant les entretiens professionnels puisqu'on va revoir la fiche de poste. Quelles activités dans votre travail vous pouvez faire pour pouvoir télétravailler? Et alors s'il y a des activités télétravaillables et que ça permet d'occuper à minima une demi-journée, alors il n'y a pas de raison que l'agent ne puisse pas télétravailler à minima une demi-journée. Le travail est mal vécu, et donc effectivement, ceux qui sont sur site, il y a une autre valorisation à faire. Hem Difficile de télétravailler dans les services techniques, bien sûr. Pareil pour les agents, de l'accueil. Et l'idée aussi, hein, quand on est sur un poste d'accueil, il y a la NBI, hein, qui est possible, hein. N'oubliez pas que c'est des avantages qui sont intéressants. Hem Sensibiliser les élus, les agents, les collègues, le nombre de phrases que j'entends en disant, «Ah c'est bien, tu étais chez toi hier, tu as pu te reposer». Bah non, en fait, je travaillais, j'ai même d'ailleurs travaillé beaucoup plus, que, quand je suis au bureau parce que, ben, quand j'ai pas de temps de trajet, ça me fait travailler 1 heure de plus par jour quand je suis en télétravail. Ça, c'est aussi des phrases qui sont à bannir. Alors c'était bien, et même dans certaines collectivités, j'ai déjà entendu une RH dire à un agent qui dit: «Oh, je suis fatigué», répondre: «Bah, tu qu'à faire comme les autres, mais tu en télétravail». Comme si le télétravail, c'était un arrêt maladie. C'est pas le cas et donc ça, c'est vraiment un discours qu'il faut changer au niveau, RH, au niveau des encadrants, et de sensibiliser les agents, tous les agents, sur ce que c'est vraiment le télétravail. Et comment télétravailler, hein, c'est essentiel de former les gens puisqu'on ne travaille pas de la même façon, en présentiel qu'en télétravail. Il y a toute une organisation différente à mettre en place. On avait fait une webconférence à ce sujet, je vous invite à la regarder, je vous remettrai le lien. Hem, voilà, c'est vrai que c'est une question complexe, le télétravail. La revalorisation de l'IFSE pour les agents ne pouvant pas télétravailler du fait de leurs contraintes de leur poste, effectivement, hein, s'il y a des contraintes spécifiques, vous pouvez très bien le mettre en place. Soigner l'accueil, c'est essentiel et le départ également. Est-ce que je peux donner un exemple de RIB? En fait, ça dépendra de ce que vous voulez mettre dans, votre poste, hein, mais concrètement, c'est, vous mettez la compétence attendue ou les missions attendues et après derrière vous faites une grille. Est-ce que, il l'a pas? Est-ce que vous pouvez faire des petits, plus, ça veut dire que l'agent a cette compétence-là. Un truc qui marche bien, les langues. Vous êtes dans une collectivité frontalière, la personne doit parler allemand.
Si elle parle allemand, vous mettez plus, plus. Si elle parle un peu allemand, vous mettez un petit plus. Si elle parle moyennement, vous mettez plus ou moins. Si elle parle pas du tout, vous pouvez mettre un moins, ce qui vous permettra de classer les candidatures après, par ordre d'importance. Si l'agent ne souhaite pas faire d'entretien de départ, ben, on n'en fait pas. On n'a pas besoin, de forcer les gens, hein. C'est une proposition, c'est aussi, pour montrer que vous vous intéressez à lui. Il faut pas le dire: «On va chercher à savoir pourquoi vous partez». C'est de dire: «Ben, pour faire un bilan, bah, de votre parcours chez nous, de ce que vous avez pu faire avec nous, de ce qu'on a pu faire ensemble. On vous propose un entretien pour faire le point, c'est pas obligatoire. On vous envoie au préalable, une fiche, ou une grille, bah, des questions qu'on aurait souhaité aborder avec vous. Vous pouvez les préparer à l'avance et puis sinon on le fait ensemble, et ça sera suffisant. Merci à vous pour vos retours. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions? Si ça vous a aidé, si vous avez déjà mis en place ces pratiques-là, est-ce que vous avez déjà travaillé, bah, justement sur la notion de marque employeur? Est-ce que, c'est quelque chose que vous communiquez? Est-ce que vos annonces, bah, vous avez un contexte au début, hein, qui donne envie de venir travailler dans votre structure? Ou est-ce que vous mettiez juste un détail des postes? Le nom de l'offre d'emploi, hein, j'en ai pas parlé. Est-ce que vous utilisez le bon mot? Des fois, on recherche des fonctions de responsable, mais pour pas payer, les primes, d'encadrement, on va le nommer référent. Là aussi, hein, le mot référent va beaucoup, jouer, et ça, c'est quelque chose qui va être essentiel de vous questionner sur, bah, sur le choix des mots, sur le contenu, sur les relations fonctionnelles et cetera. Voilà, moi, je vous invite vraiment à revoir les offres que vous avez peut-être déjà mis, sur Emploi Territorial, en surtout si vous n'avez pas de candidature et de vous dire: «Bon, avec tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui, avec le spectre de tous les outils, que je vais vous envoyer, finalement, est-ce qu'on colle bien ou est-ce qu'on colle pas? Est-ce que j'ai dit, qu'il y avait les horaires? Est-ce que j'ai parlé des horaires variables?» Les horaires variables, franchement, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est demandé presque partout et à poste égal, vous n'avez pas d'horaire variable, vous allez dans la collectivité d'à côté, hein. Donc ça, c'est vraiment important de pouvoir agir, là-dessus. Toujours un plaisir d'être avec vous en tout cas, de voir votre participation. Ça fait du bien, j'ai une semaine chargée, je suis ravie, d'avoir été là avec vous aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, à revenir vers mon service, sur cette notion, voilà, de culture, de méthodologie. Devrait suivre, dans les prochains mois, voire peut-être l'année prochaine, on est déjà en septembre, ça passe vite, un webinaire, par mes collègues, sur, le recrutement, en tout cas tout ce qui est statutaire, voilà, tout ce qui est réglementaire, hein. Et voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous si besoin, à nous faire des retours aussi sur nos fiches, si ça vous est utile ou non, si vous avez d'autres besoins spécifiques, s'il y a des sujets que vous souhaitiez aborder mais qu'on l'a pas encore fait, et puis voilà, on reste disponible pour vous accompagner. C'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui, de voir à quel point vous participez toujours très vivement, de voir que sur cette thématique qui n'est pas obligatoire, vous étiez, plus de 40, connectés. Ça fait plaisir. Je vous souhaite une très belle fin de semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.